Bien, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de me convier à cette table ronde passionnante. Donc simplement pour me présenter, je suis pédiatre, néonatologiste et neuropédiatre au CHU de Rouen. Et donc je dirige un service qui a la particularité d'héberger un CAMS, un petit CAMS hospitalier, donc avec également une unité d'intervention précoce pour enfants autistes, pour nourrissons autistes, et le centre de référence des troubles et des apprentissages et du langage. Et donc j'ai aussi comme casquette d'être depuis 2020, je dirais début 2020, le responsable médical de la plateforme de coordination et d'orientation territoriale sur l'Eure et la Seine-Maritime, plateforme qui est répartie en 4 antennes sur 4 villes, sur Évreux, capitale de l'Eure, Rouen, capitale de la Seine-Maritime, Dieppe et Le Havre. Et donc, on m'a demandé, donc c'est un vrai challenge en 15 minutes, de vous parler de l'approche fonctionnelle des troubles du neurodéveloppement à partir de l'approche catégorielle. En fait, c'est un petit peu l'inverse que je vais faire. Et donc, pour commencer, pour essayer de vous faire comprendre l'importance de cette approche fonctionnelle, c'est de se reporter donc à ce qui se passe vraiment au cours du développement de l'enfant. Et donc simplement, je pense que c'est important aujourd'hui, par rapport aux discussions qu'il y a dans certaines sociétés savantes, de redire que il y a un support biologique et un support neurologique au développement des fonctions cérébrales et des compétences de l'enfant. Et ça me semble primordial à redire. Hein. Et donc, quand on parle de neurodéveloppement, on fait référence en fait à l'ensemble des mécanismes biologiques et moléculaires, que ces mécanismes soient génétiques, épigénétiques et environnementaux sur le système nerveux central, mais aussi, et ça c'est donc une approche des dernières années sur le système nerveux périphérique. Et donc, ces mécanismes, ils vont structurer la mise en place des réseaux et des circuits neuronaux en interaction étroite avec l'unité maternelle fœtoplacentaire pendant la grossesse et pendant les 3 premières années de la vie de l'enfant, surtout avec l'ensemble de l'organisme de l'enfant et l'environnement dans toutes ses dimensions. Et donc, c'est un processus extrêmement dynamique, qui n'est pas du tout figé, de la conception jusqu'à l'âge adulte. Ces fonctions cérébrales, elles interviennent, donc elles se développent, elles se modulent, en permanence, toute la vie durant, mais c'est évident que durant toute la grossesse et pendant les 3 premières années de l'enfant, vous avez une plasticité cérébrale qui est maximum et qui est une période qui est favorable aux interventions pour pouvoir essayer de redresser une trajectoire développementale qui serait déficiente. Donc c'est un processus extrêmement dynamique et ça, rien n'est jamais figé et ça c'est très important et c'est un premier message qu'il faut délivrer. Donc ce développement des fonctions cérébrales, il se fait grâce à ce support biologique et neurologique et donc vous avez développement de toutes les compétences en motricité, les fonctions sensorielles, les fonctions comportementales, les fonctions émotionnelles, les fonctions de langage et toutes les fonctions cognitives. Et en fait, les choses, il faut les voir de la façon suivante. C'est que l'enfant, il va commencer par acquérir des fonctions sensorielles et motrices, qui sont des fonctions que je qualifierais de relativement simples. Et par là-dessus, il va monter progressivement des fonctions cognitives de plus en plus complexes, des fonctions émotionnelles, des fonctions comportementales qui vont lui permettre d'avoir des activités et de s'insérer dans la vie, dans les apprentissages et dans la société. Quand vous avez donc un trouble du neurodéveloppement, en fait, qu'est-ce que vous allez constater au départ? Eh bien, vous avez, sous l'effet de facteurs multiples qui vont s'additionner depuis la conception jusqu'au moment où vous allez vous repérer l'écart dans la trajectoire développementale, il y a tout un tas de facteurs qui vont intervenir à différents moments de la grossesse et puis après autour de la naissance pour pouvoir faire que cette trajectoire va s'écarter et va être déviante par rapport à celle des enfants neurotypiques. Et donc en fait, vous comprendrez
que si vous cherchez à repérer précocement ces écarts dans la trajectoire développementale de ces enfants, vous allez chercher à identifier des difficultés dans les compétences qui sont les premières à se développer chez ces enfants, donc les compétences sensorielles, les compétences motrices, par rapport à ce que je vous disais dans l'échelle d'émergence des compétences de l'enfant. Et donc, encore une fois, j'insiste bien sur l'importance de repérer des écarts dans différentes modalités, dans différentes compétences, les compétences motrices par exemple, pour pouvoir entreprendre des interventions précoces avant d'avoir catégorisé un trouble dans un diagnostic catégoriel, comme ça a été défini par Étienne tout à l'heure. Et donc ça, c'est très important. Il faut vraiment voir que cette fenêtre développementale des 3 premières années de la vie de l'enfant, elle est cruciale. Et maintenant, on sait très bien aussi que les recommandations des sociétés savantes, les recommandations en particulier de l'Office mondial de la santé, sont de repérer précocement pour entreprendre des stratégies de prise en charge et d'accompagnement de ces enfants et de ces familles qui reposent sur un triptyque qui comprend des interventions précoces rééducatives, au mieux dans des équipes pluridisciplinaires. Et donc en France, pour les tout-petits, les moins de 6 ans, c'est surtout les CAMS, après les CMPP. C'est deuxièmement l'inclusion en collectivité, parce qu'il faut s'appuyer sur les compétences de l'enfant, sur ses possibilités d'imitation précoce et tout ça pour qu'il travaille avec ses congénères dans une crèche pour pouvoir améliorer ses compétences. Et troisième trépied, c'est l'accompagnement des parents, les valoriser dans leur sentiment de compétences, comme à travers la guidance parentale par exemple, pour les faire participer et qu'ils deviennent vraiment les co-thérapeutes de leur enfant. Et donc encore une fois, j'insiste bien et j'utilise un vocabulaire un petit peu excessif, mais volontairement, sur ce terme d'urgence de prise en soin dans les premières années de la vie de l'enfant. Et donc c'est pour ça qu'il faut insister sur l'importance de diagnostiquer ces écarts dans la trajectoire et donc dans les différentes modalités. Vous allez avoir un écart sur le développement des fonctions, des modalités motrices, des modalités sensorielles, avant de pouvoir regrouper les éléments de la sémiologie que vous allez observer dans un diagnostic catégoriel. Et donc, vous savez que depuis très longtemps, dans l'échelle de Denver, on a donc on a étudié l'émergence de un certain nombre de capacités motrices, de capacités sensorielles, de capacités intellectuelles et de capacités émotionnelles. Et donc, dans la grille qui vous est proposée, dans les grilles qui vous sont proposées dans le livret pour essayer justement de repérer ces écarts inhabituels, eh bien, vous voyez que vous avez des signes d'alerte qui peuvent être observés à différents âges du développement, à 6 mois, à 12 mois, à 18 mois, et qu'on interroge les différentes compétences de l'enfant. On interroge les compétences en motricité globale, en motricité fine, le langage et la socialisation. Et donc, c'est quand vous servez de cette grille pour repérer donc les enfants qui ont donc des écarts sur des items qu'on a sélectionnés. Évidemment, il y a beaucoup plus d'items pour analyser la motricité globale d'un enfant à 6 mois que les 2 qui sont placés, mais on en a mis 2 volontairement pour essayer que ce soit facile d'utilisation et que ça vous serve à structurer votre évaluation et votre examen clinique. Donc, quand l'enfant va aller un petit peu plus tardivement, à partir de 4 ans, vous voyez qu'il y a un petit peu plus d'items, et donc on interroge en plus donc, des compétences plus du domaine de la cognition également. Donc dans ce livret, il y a également on recherche à apprécier les facteurs de risque de troubles du neurodéveloppement. On en connaît maintenant un certain nombre et probablement que dans l'avenir, il serait quand même bien justement d'insister sur ce repérage précoce, en particulier dans les maternités. Moi, je suis pédiatre, je sais très bien que le travail de pédiatre en maternité, il est insuffisant, on manque de professionnels, on n'a pas le temps de faire des examens approfondis avec les parents et les mères en particulier, et ça c'est certainement un grand dommage aujourd'hui pour aller vers plus de prévention et plus de repérage. Et donc il y a également donc une grille sur les comportements instinctuels, sensoriels, émotionnels particuliers. Et donc là, on a beaucoup avancé dans les dernières années sur la compréhension des fonctions instinctuelles et du déficit. Donc la place de l'examen clinique est essentielle. Ça a été redit par Étienne Pau et donc je l'en remercie parce que c'est vrai que c'est
c'est éventuellement un sujet que l'on peut discuter, mais la place de l'examen clinique dans ce repérage précoce, même si on est aidé par d'autres professionnels, elle est essentielle pour faire un diagnostic fonctionnel et aussi un diagnostic étiologique, parce que bien évidemment, vous avez des maladies sous-jacentes, des maladies neurologiques en particulier, qui sont parfois accessibles à des traitements et qui peuvent être révélées par le trouble du neurodéveloppement. Et maintenant qu'on repère mieux les troubles du neurodéveloppement, du reste, on fait un diagnostic plus précoce d'un certain nombre de maladies neurologiques. Et donc, avant l'émergence des signes spécifiques de la maladie. Donc, observation et examen de toutes les compétences, examen clinique complet, évidemment, et donc ça, c'est le rôle du médecin, de faire un examen somatique complet. Et donc, vous comprenez que si on veut faire du repérage précoce, il faut comprendre comment les compétences de l'enfant émergent pour pouvoir repérer les écarts dans le fonctionnement. Et c'est ça que le livret donc vous aide à effectuer. Et donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir adresser l'enfant. Bon, éventuellement, il y a des endroits où c'est les CAMS qui donc vont recevoir des enfants, parce que c'était avant les PCO. Maintenant, c'est essentiellement, effectivement, les plateformes de coordination qui reçoivent ces enfants. Et donc, du diagnostic fonctionnel, vous allez pouvoir passer au diagnostic catégoriel avec donc le manuel la DSM-5 qui vous donne la définition de tous ces troubles du neurodéveloppement. Bon, j'ai pas le temps du tout de les détailler, mais ce qui est important de dire, c'est que c'est donc des troubles qui ont une sémiologie qui est donc sans frontières totale. C'est-à-dire que quand vous avez un trouble du spectre autistique, eh bien, vous allez avoir des éléments du diagnostic clinique que vous allez faire sur des critères qui sont des critères cardinaux, déficit de communication sociale, intérêt restreint, comportement répétitif et des troubles sensoriels. Mais on sait très bien que ces enfants, ils ont aussi d'autres troubles associés, d'autres troubles du neurodéveloppement, mais aussi des troubles sensoriels, des troubles visuomoteurs, des troubles moteurs éventuellement. Et donc, Étienne vous a expliqué pourquoi il ne voulait pas que la paralysie cérébrale soit donc mise dans les troubles du neurodéveloppement, mais sur un plan, on considère la dynamique d'émergence des troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, la paralysie cérébrale, c'est un modèle expérimental de compréhension de la façon dont les fonctions cérébrales de l'enfant émergent. Et donc, c'est pour ça que moi, je me permets d'insister, c'est beaucoup plus rare que le trouble du spectre autistique, mais quand vous prenez l'habitude d'interroger les enfants que vous voyez pour un diagnostic de trouble du spectre autistique, si vous prenez l'habitude d'interroger les parents, ils vont vous raconter toute une histoire sur la première année de la vie de l'enfant, avec des troubles moteurs, des troubles sensoriels, des troubles de l'oralité, que si vous ne les interrogez pas, vous ne le saurez pas. Donc, la façon dont toutes ces compétences émergent. Et donc, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très important d'avoir cette approche dimensionnelle, développementale des troubles, parce que, en fait, aujourd'hui, vous comprenez bien à travers ce que je vous dis que le trouble, il est considéré comme l'extrême d'un spectre de comportements qui conduisent à un écart significatif avec des limitations d'activité, des limitations dans les apprentissages et que ça va être beaucoup plus consistant pour nous sur le terrain avec les réalités cliniques de ce qu'on observe. Et ça nous permettra de démarrer plus tôt des interventions précoces sans attendre le diagnostic catégoriel, par exemple, de troubles du spectre autistique. Donc c'est beaucoup plus flexible et c'est vraiment un moyen plus important pour nous, quand on a l'expérience clinique, que d'avoir une approche purement catégorielle, d'attendre un diagnostic de trouble du spectre autistique vraiment pour agir, qui, comme vous le savez, de toute façon, on ne pouvait pas le faire avant 18 mois, 2 ans, au mieux. Donc voilà, donc simplement pour vous, j'ai pas le temps de vous montrer tout ça, mais pour vous dire que ce que je vous raconte, c'est le fruit de tas de travaux, et donc en particulier un travail que je trouve assez intéressant, c'est donc cette situation où on a pris tout un groupe d'enfants, donc il y en avait quand même un certain nombre, donc plus d'une centaine, et donc à la naissance, donc on a trouvé un certain nombre d'enfants qui étaient à risque de troubles du spectre autistique,
un autre groupe était sans risque a priori, et donc on leur a fait passer simplement le geste d'étendre la main pour attraper un objet à 6 mois, et on s'est rendu compte que chez les enfants qui allaient plus tard être autistes, eh bien, ils avaient un retard dans l'émergence, voire pas d'émergence, de ce mouvement étendre la main pour attraper un objet. Tout ça pour vous dire qu'il y a des interactions dans tous les réseaux et dans tous les circuits, et qu'il faut avoir une vision complètement holistique du développement des compétences de l'enfant et du développement des réseaux neuronaux qui servent d'appui au développement de ces compétences. Donc je vais passer là parce que je pense que le temps passe. Et simplement pour vous dire que, je rebondis sur ce qui a été dit par Étienne Pau, que c'est très important que tout le monde soit mis dans la barque de cette problématique de santé publique que sont les troubles du neurodéveloppement. Et donc, vous voyez que moi, mon schéma, il commence dès la grossesse, avec les obstétriciens et les sages-femmes, parce que le repérage des facteurs de risque, aujourd'hui, il est essentiel. Hein. Et donc, c'est pareil dans les maternités. Dans les maternités, aujourd'hui, on n'a pas un temps suffisant, justement, pour repérer les facteurs de risque. Et puis, après, c'est vrai que donc il y a la première ligne de repérage. Bon, on parle de première ligne, c'est pas très habile, hein, mais en tout cas, vous voyez que la place des parents et des médecins qui vont accompagner le nourrisson et le petit enfant est essentielle. Et évidemment, les médecins traitants, les médecins de PMI et les parents, là, ont une place essentielle, parallèlement au réseau de périnatalité, avec donc la place de la PCO qui va lui orienter, avec après avoir fait un diagnostic de troubles fonctionnels, va orienter sur la ligne de diagnostic de deuxième niveau pour pouvoir poser un diagnostic et accompagner ces enfants plutôt possible, éventuellement, comme le disait Marguerite Cazeneuve, avec des forfaits d'intervention précoce en libéral, ce qui nous a vraiment donné une bouffée d'oxygène, en tout cas dans ma région. Hein, et c'est vrai qu'on a donc une file active de patients qui est arrivée sur la PCO qui nous a vraiment impressionnés, qui est donc du reste un problème, mais qui nous a permis en tout cas, d'améliorer le repérage de ces enfants et en tout cas, donc évidemment, avec l'aide des deuxièmes lignes. Et donc ça, c'est aussi un autre challenge, un autre enjeu, mais on a pu, grâce au PCO, donc créer une filière, créer avec l'amont et avec l'aval des communications, donc alors que moi, je suis représentant du sanitaire et pendant toute ma carrière, j'ai été en grande difficulté pour être en contact avec les médecins traitants d'un côté et avec les ESMS de l'autre. Hein. Et donc, voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui. En tout cas, je me permets d'insister vraiment sur ce qui a été dit par Étienne Pau, sur l'importance d'utiliser ce livret de repérage précoce dans vos consultations pour structurer vos observations, votre examen clinique et vous aider à comprendre ce que vous racontent les parents. Merci.